Troisième et dernier débat avant le premier tour de la primaire pour désigner le candidat ou la candidate qui portera les couleurs du Parti socialiste à la prochaine élection présidentielle ici en France. On en parle avec nous aujourd'hui. Pervenche Berès, députée européenne, vous siégez au sein de l'Alliance progressiste des socialistes et des démocrates au Parlement européen et vous soutenez la candidature de Vincent Peillon. Mathieu Klein, vous êtes porte-parole de Manuel Valls et président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Eddy Fougier, politologue, vous êtes chercheur associé à l'IRIS. Et enfin, Jean-Philippe Moinet, directeur fondateur de la revue civique et partenaire de l'Institut Via Voice. On évoquait à l'instant avec vous, Jean-Philippe Moinet, le cas de Manuel Valls et son positionnement, un porteur finalement du bilan en tant que Premier ministre de François Hollande, mais également contraint de s'adresser à l'ensemble des électeurs de la gauche. Un difficile numéro d'équilibre sur le même positionnement, d'une certaine manière, celui de la gauche responsable, la gauche digne de gouvernement, Vincent Peillon, Pervenche Berès, qui aspire lui aussi à incarner cette capacité à exercer les plus hautes responsabilités. On écoute ce que dit Vincent Peillon justement sur la question du rassemblement, puisque c'est effectivement depuis son entrée en campagne la principale justification qu'il donne lui à sa candidature. Manuel Valls pense qu'on peut se allier qu'avec Macron. Je crois que Benoît Hamon ou Arnaud Montebourg pensent qu'on peut s'allier qu'avec Mélenchon. Moi, je ne le crois pas. Je connais l'histoire de la gauche. J'ai vu Jacques Delors et Chevènement dans un même gouvernement. Et ça marchait. C'était quand même des orientations économiques ou européennes totalement opposées. La gauche, 36, 80, 97, elle gagne quand elle se rassemble. Pervenche Berès, c'est ça véritablement le projet qu'il faut pouvoir porter aujourd'hui. Quel candidat socialiste est capable finalement de dire je peux rassembler derrière moi Montebourg et Macron? Est-ce que réellement ça les électeurs de gauche peuvent le croire encore aujourd'hui? Moi je suis derrière Vincent Peillon exactement pour ça, vous l'avez dit. Je crois que le risque dans cette primaire, c'est qu'on sorte de la primaire avec une polarisation de l'électorat du Parti socialiste. Or, l'enjeu de l'organisation de cette primaire, c'est d'éviter la vente à la découpe du Parti socialiste et c'est de mettre le Parti socialiste, à travers une grande participation dans cette primaire, en situation d'être acteur de cette élection présidentielle. L'argument d'être Premier ministre sortant n'est pas suffisant pour s'imposer. Je rappelle que François Hollande est devenu président de la République sans même avoir jamais été ministre. Oui, mais on est-ce peut pas que dire... ça a été vraiment salué depuis par les électeurs? C'est pas la question qui est posée. Je pense que face aux responsabilités de l'État, il a su prendre ses responsabilités. Il a vu montrer, il a été à la hauteur des événements lorsqu'il a fallu intervenir au Mali, lorsqu'il a fallu négocier la COP21, lorsqu'il a fallu réagir après les terribles attentats qu'a connus la France. Et l'enjeu de ce rassemblement du Parti socialiste, ça renvoie aussi un peu aux histoires des uns et des autres quand même. Et là, ceux qui ont plaidé les gauches irréconciliables, ceux qui ont manié le 49-3, sans doute parfois de manière abusive, autoritaire, car sur la loi travail, moi j'entends que le 49-3 a été utilisé par Manuel Valls contre Emmanuel Macron, au moment même où Benoît Hamon avait mis sur la table des propositions qui permettaient de sortir par le haut, sans utilisation du 49-3. Et donc je ne pense pas que quand on a été dans ce profil-là, dans l'exercice de la fonction de Premier ministre, on soit vraiment en situation de rassemblement. Cette élection, puisque c'est une élection pour désigner notre candidat à la présidence, suppose d'être à la fois rassembleur et crédible dans l'exercice d'une fonction de président de la République, du point de vue programmatique et du point de vue politique. Et c'est cette synthèse qu'incarne Vincent Peillon. Vincent Peillon admet lui-même qu'il s'est déclaré candidat lorsque François Hollande, lui, a abandonné l'idée de l'être. Il ne s'était donc pas préparé, on le sait d'ailleurs, il avait quitté la politique pour enseigner en Suisse. C'est faux. En tout cas, Marisol Touraine, aujourd'hui ministre de l'actuel gouvernement, a confié à nos confrères du Monde qu'elle-même avait renoncé à l'idée, ne s'estimant pas suffisamment préparée, et qu'elle est tombée des nues, littéralement, en apprenant que Vincent Peillon y allait. Elle a dit « Il n'y a qu'un homme qui ose faire un truc pareil », ce sont ses termes. Je n'ai pas évoqué cette situation avec Marisol Touraine, mais ce que je sais, c'est que Vincent Peillon
avait pris du recul, parce que lorsque vous avez exercé une fonction ministérielle, que vous avez essayé de mettre en place une réforme et que tout d'un coup, vous sentez qu'il y a quelque chose où vous n'avez pas été suivi jusqu'au bout, c'est pas interdit et c'est même peut-être conseillé de prendre un peu de recul, de vérifier comment les choses se passent. Mais Vincent Peillon n'a jamais renoncé à la politique. Il a pris un temps de respiration, il s'est ressourcé et il a continué à réfléchir, à être actif. Et je l'ai vu régulièrement au Parlement européen, et nous en discutions très souvent, et il avait une parfaite maîtrise et un parfait engagement sur l'évolution de la situation. Et je crois qu'au contraire, pour le Parti socialiste, c'est une chance d'avoir quelqu'un de la qualité de Vincent Peillon qui a su retourner à l'essentiel de ce qui fait la gauche. Cette gauche qui est capable de proposer des solutions pour un avenir meilleur pour les Français et qui s'adresse concrètement à ce que la gauche doit faire dans ses propositions. Il est porteur du bilan, Eddy Fougier, aussi, lui aussi, du gouvernement, Vincent Peillon, parce que c'était aussi ce qu'il a dit lorsqu'il a annoncé sa candidature. Et puis on a entendu l'une de ses soutiens, Anne Hidalgo, tirer à boulet rouge la semaine dernière sur François Hollande, Manuel Valls, Emmanuel Macron. C'est un peu ambigu, je suis désolé de parler à côté de quelqu'un qui le soutient, mais effectivement, il dit être porteur un petit peu de ce bilan sans nécessairement le prendre à son compte. Et Anne Hidalgo, qui le soutient, a tapé un petit peu sur François Hollande et ce bilan. Mais sur le fond, au-delà de Vincent Peillon, la question qui était posée sur le vote utile, par exemple, à propos de cette élection, c'est que personne n'incarne le vote utile. C'est quoi le vote utile ? Est-ce que c'est souhaitable aujourd'hui d'incarner le vote utile ? Celui qui incarne le vote utile, c'est celui qui peut se qualifier pour le deuxième tour. Oui. N'oublions pas l'enquête qui a été publiée aujourd'hui par le Cevipof. Oui, on va la voir d'ailleurs. Effectivement. On va voir ce sondage pour l'élection présidentielle. Hamon, c'est 6-7% à la 5e position, et même chose pour Valls. Valls, on a 9-10%, mais toujours à la 5e position. Donc, et ça va être un des enjeux de la participation, à savoir que ceux qui vont se déplacer pour voter dimanche vont voter pour quelqu'un qui sera peut-être 5e à la présidentielle. Voilà. La perception du vote utile est important à mesurer, à débattre. C'est vrai qu'il n'est pas aussi clair que... Le vote utile aujourd'hui, pour beaucoup à gauche, c'est Macron. Et les rumeurs qui existent aujourd'hui, c'est que le candidat pourrait s'effacer, le candidat socialiste pourrait s'effacer au profit de Macron. Je vais rester. On est vraiment dans une situation extraordinaire, parce que personne ne sait dans quelle dynamique on sera. On ne sait pas comment est-ce que va être la participation dans cette primaire. Et vous faites déjà des sondages. L'enjeu de cette primaire, c'est justement... On vous communique ceux qui sont, mais ce sont des éléments aussi de détermination des électeurs. Là, on a simplement, alors juste pour que les gens qui regardent comprennent, on a donné, il y a différents scénarios qui sont testés. Là, c'est le scénario, finalement, pour l'instant, du meilleur cas possible pour le candidat socialiste, c'est-à-dire incarné par Manuel Valls à 10%, puisque les autres font moins de 10%. Et on le voit, Jean-Luc Mélenchon à 15% et Emmanuel Macron qui fait quasiment le double du score pour l'heure prêté à Manuel Valls en termes d'intention de vote, puisqu'il ne s'agit que d'intention de vote. Je voudrais d'abord commencer par dire un désaccord avec ce que disait Pervenche tout à l'heure. La primaire n'est pas faite pour régler la question du Parti socialiste. Mais j'ai pas dit ça. Je crois que la primaire est faite pour désigner un candidat à la présidence de la République, un candidat qui sera donc capable à la fois de représenter le Parti socialiste, de rassembler la gauche, de se qualifier au deuxième tour et de gagner. Nous ne sommes pas là pour faire les réglages du congrès du Parti socialiste. Et il faudrait que, si nous voulons vraiment que les électeurs viennent nombreux, ce que nous espérons tous, parce que donner de la dynamique au candidat qui sera désigné, et donc lui permettre de rentrer pleinement dans la campagne présidentielle, et donc de faire mentir des sondages qui, aujourd'hui, se fondent sur la base d'hypothèses qui sont des hypothèses qui ne sont pas encore stabilisées, se redire cela. Moi, je veux que dimanche, les citoyennes et les citoyens choisissent celui qui leur semble être le plus qualifié. Parce que demain, Donald Trump va être investi président des États-Unis. Vladimir Poutine, Erdogan, le nouveau président du Parlement européen. Il faut un homme fort, c'est ce que dit Valls. Il faut un homme fort. Il faut un chef de l'État fort et qui en même temps rénove la démocratie. Il n'y a pas d'opposition à mes yeux et aux yeux de Manuel Valls entre le fait d'avoir un leadership fort et en même temps de rénover profondément la démocratie. Par exemple, la proposition qui est faite d'insérer les citoyens
entre le dépôt d'un projet de loi par le gouvernement et son examen par les parlementaires, pour faire en sorte que les citoyens puissent s'en saisir, puissent interpeller leurs parlementaires dans leur circonscription, puissent faire valoir leur voix. Pas simplement à la fin pour une consultation, mais au milieu du processus législatif. Ça, c'est une réforme en profondeur de la démocratie. Chacun des candidats a sa proposition. Mais, Benoît Hamon a le 49.3 citoyen. Mais justement, moi, je préfère qu'on mette le citoyen comme un co-constructeur, un coproducteur, plutôt que comme celui qui va dire non à la fin. C'est quand même un renversement là aussi par rapport à l'enjeu démocratique. Tout le monde constate aujourd'hui que les citoyens sont parfois en difficulté, parfois en rupture avec la politique. Il faut donc absolument aujourd'hui se redonner des moyens pour faire en sorte qu'ils pèsent pas seulement au moment d'un scrutin. Jean-Philippe Moinet, sur cette question et puis plus généralement sur ces sondages, quelle valeur leur attribuer? Est-ce que les électeurs qui se détermineront pour cette primaire de la gauche, qui n'ont pas eux-mêmes d'ailleurs à montrer, j'allais dire pas de blanche, si ce n'est signer la charte des valeurs, comme l'ont fait ceux qui ont participé à la primaire à droite. Est-ce que ces électeurs-là, ils se déterminent d'après vous en fonction de ces enquêtes d'opinion? Alors sur la question des sondages, effectivement, qui est une nouvelle question en termes de positionnement dans les déterminants du vote. Je pense que l'importance de ces indicateurs, parce que ce ne sont que des indicateurs... C'est un autre sondage pour la primaire, cette fois, primaire au sein du Parti Socialiste. Au sein du Parti Socialiste, mais tout à l'heure, on a vu que pour le premier tour de la présidentielle ou pour les primaires, où c'était encore plus fluctuant dans l'opinion, l'important, ce sont les tendances. Et donc, l'intérêt de l'étude du CEVIPOF qui a été mentionnée est de voir des tendances dans la durée. Et des tendances qui sont certaines, d'autres moins certaines. Mais un échantillon large. Et c'est vrai que l'incertitude fait partie des seules certitudes électorales, notamment dans le cas des primaires, où on voit bien que dans une même famille politique, les basculements peuvent aller très loin et très vite en très peu de temps. On l'a vu avec la primaire de la droite et du centre, et on peut ne pas exclure que d'ici dimanche, il y ait des mouvements de 10, 15, 20 points entre certains candidats. C'est ce qui s'était passé à droite. C'est ce qui s'est passé à droite et ce qui peut s'amplifier. C'est ce que j'ai pu appeler dans une analyse le last minute vote, qui participe aussi du jeu de l'électeur stratège qui veut être un acteur surprise de ce qu'il considère être souvent à tort, mais le système qui mêle les politiques, les médias, les sondages. Bon, ça c'est un point. Mais ce qui est important pour ce qui va se passer dimanche et dimanche prochain, c'est de savoir si la famille socialiste peut ou pas, on le verra au résultat, finalement se réconcilier, se concilier avec l'exercice du pouvoir d'une manière, j'allais dire, sociale, réaliste, à l'européenne. Ou au contraire, si les ex-frondeurs vont être plus importants dans le vote de dimanche et de dimanche suivant, si l'un des deux est sélectionné. C'est quand même un sujet très important. Parce que si, disons, les les reports de voix au deuxième tour. Et les reports de deuxième tour. Mais si les ex-frondeurs ont un poids considéré comme très important ou important pour le deuxième tour, voire pour gagner cette primaire, je pense que ça va être beaucoup plus difficile pour la famille socialiste de remonter la pente de la crédibilité présidentielle, où on le voit bien, l'opinion attend non pas des débats sur le cannabis, mais sur le chômage, l'emploi, l'Europe qui n'a pas été évoquée dans les débats, où les positions sont attendues et sont un peu troubles au sein de certains candidats socialistes. Vous me donnez une transition parfaite et je vous passe la parole dans un instant à Mathieu Klein, mais justement je vais vous faire réagir parce que c'est exactement ce que dit Benoît Hamon. On a voulu parler notamment que d'identité, c'est ce qu'il dit. Eh bien lui, il a amené une thématique, la thématique sociale, et c'est vrai que depuis on débat beaucoup de son projet de revenu universel. Écoutez-le. Quand j'ai démarré la campagne il y a de cela 4 mois, il fallait qu'on soit les champions de la question identitaire, les champions de la question sécuritaire et incarner si possible dans le costume un peu serré, comme ça là, la fermeté. Hamon veut payer les gens à dormir. J'observe que dans les rangs du MEDEF, grâce à la rente, beaucoup de gens sont payés déjà à dormir. Voilà le candidat du Farniente, avait dit Manuel Valls. Mathieu Klein, est-ce que effectivement là, on n'est pas passé à côté de quelque chose quand on voit la manière dont le débat s'est cristallisé à un moment autour de cette proposition de revenu universel? Et encore une fois, il faut dire les choses simplement, pour que nos téléspectateurs comprennent. Moi, je pense, et Manuel Valls le porte, qu'aujourd'hui, annoncer un revenu identique pour tous les Français, quelle que soit leur situation, c'est à la fois totalement irréaliste, et c'est par ailleurs une conception de la société qu'ils ne portent pas et que nous ne partageons pas. Ce n'est pas la fin du travail. C'est quoi? C'est l'assistanat généralisé? Ce n'est pas l'assistanat généralisé, c'est l'idée que
le travail va se raréfier et que donc il n'y en aura plus assez pour tout le monde et qu'on va permettre à certaines personnes d'avoir un revenu suffisant pour peut-être qu'ils et elles fassent autre chose. Or, l'objectif prioritaire, c'est de continuer à créer des emplois. La dynamique est repartie depuis 1 an et c'est de faire diminuer le chômage. Par contre, il doit y avoir un objectif fondamental qui doit, lui, mobiliser les ressources publiques que nous pouvons mobiliser. C'est la question de la lutte contre la pauvreté. Il a déjà été créé le compte personnel d'activité pour permettre aux gens de se former tout au long de leur vie. La prime d'activité. Manuel Valls propose de refondre tous ces minima sociaux. Refondre les minima sociaux, créer un revenu décent de 850 € par mois sous condition de ressources et ouvert aux 18-25 ans. Ce qui est tout de même très différent. Et c'est associé à une idée aussi très importante, qui est que dans la société d'aujourd'hui et de demain, les carrières continuent dans la même entreprise, sur le même territoire, ça a tendance à se terminer. Aujourd'hui, il faut que à la fois les salariés s'adaptent, mais il faut donc que leurs droits, notamment le droit à la formation, accompagnent l'individu et plus son statut ne reste plus dans l'entreprise quand le salarié la quitte ou dans un territoire lorsqu'il déménage, mais reste avec lui tout au long de sa vie. C'est aussi un bouleversement profond de la pensée aujourd'hui dominante sur la protection sociale. Et c'est aujourd'hui, je crois, un des enjeux majeurs de ce débat. Alors, je laisse Pervenche Berès répondre pour Vincent Peillon dans un instant, mais écoutez ce qu'a dit, puisqu'il faut quand même donner la parole à tous les candidats, Arnaud Montebourg sur la question, puisque c'est devenu là aussi, depuis 48 heures, son cheval de bataille, et on comprend pourquoi. Il est au coude à coude avec Benoît Hamon dans les sondages. Je préfère le salaire juste au revenu universel. Notre sens profond pour les Français, dans l'histoire de la gauche, ça a toujours été d'honorer le monde du travail, de défendre la société du travail et de défendre le travail tout court. Alors c'est un problème aussi philosophique, tel que l'a présenté votre candidat Vincent Peillon. Oui, il y a un problème de conception, même de société. On se demande même comment vous pouvez coexister au sein d'une même primaire quand il y a un affrontement aussi virulent sur une valeur aussi fondamentale finalement pour la société française que le travail. Peut-être que ce n'est pas tout à fait un hasard que cette question soit posée aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'il y a une question du nombre d'emplois créés par nos sociétés, qui est une question critique. La question de l'emploi, la question du chômage, ça fait partie des choses qui préoccupent profondément nos concitoyens, et à juste titre. La réponse de Vincent Peillon, et c'est en ça que je crois qu'il porte un projet crédible comme candidat à la présidence de la République, c'est bien de dire qu'on ne peut pas faire une proposition aujourd'hui dans le cadre d'une primaire qu'on n'aura pas demain, dans l'exercice du pouvoir, les moyens de financer. À échéance d'une mandature, dit Benoît Hamon. Ce que propose Vincent Peillon en élément, en termes de justice, c'est beaucoup plus d'accompagner la capacité des jeunes à rentrer sur le marché du travail, par exemple avec un soutien, un développement de ce qui a été initié avec la garantie jeunesse, ou cette proposition d'un bouclier fiscal qui permettrait de protéger le pouvoir d'achat des plus modestes. Tout ça en restant dans les clous de Bruxelles, parce que Vincent Peillon est très sourcilleux sur cette question-là. Il veut donner des gages à l'Allemagne pour obtenir parallèlement le droit d'investir davantage. Et je crois que c'est une approche vraiment social-démocrate, assez nouvelle. C'est étonnant d'ailleurs, parce que dans la campagne, on n'en a pas assez parlé. Mais je rends hommage à Vincent Peillon, c'est normal, vous allez me dire, puisque je le soutiens, mais tout de même, parce qu'il a imposé que dans ce débat, la question européenne, qui, lorsque l'un d'entre eux sera élu président de la République au lendemain des présidentielles, s'imposera comme étant la première question à traiter. Et vous avez dit tout à l'heure qu'on n'avait pas beaucoup parlé d'Europe dans ces primaires. Moi, je me réjouis quand même que dans les primaires de la Belle Alliance, on en ait au moins un peu parlé. À mon goût, jamais assez. Mais je note qu'à droite, il n'en avait pas du tout parlé. Et que dans les candidats qui se présentent pour cette élection, Vincent Peillon structure son projet autour d'une réforme des institutions qui permet d'avoir une crédibilité dans l'approche de la réforme, et autour de la question européenne comme étant le cadre à travers lequel vous pouvez développer votre projet européen. Je crois que là, il y a une forme de cohérence très importante. Eddy Fougier, il reste un candidat qui n'est pas candidat, lui, à la primaire, mais dont on parle beaucoup actuellement. C'est Emmanuel Macron. Lui ne s'adresse plus aujourd'hui véritablement à la gauche, même s'il leur propose de rejoindre ses rangs et de se déclarer pour les législatives, puisqu'il cherche, il a lancé aujourd'hui un appel à candidats en vue de la législative. Il a d'ailleurs donné une date limite, le 29 janvier, pour que les candidats se décident et que ce soit un vrai choix, dit-il, d'adhésion, et non pas la frustration. Mais au-delà de ça, même, il s'adresse d'ores et déjà à l'étranger. Il se fond presque dans les habits de président. Écoutez ce qu'il a dit. On ne sait pas d'ailleurs très bien s'il faut en rire ou prendre ça au sérieux. C'était aujourd'hui des propos adressés depuis Quimper à Donald Trump. Et je veux dire ce soir
à M. Trump, qui, depuis l'autre côté de notre océan, devrait avoir un peu plus d'humilité. Monsieur Trump l'Américain, n'oubliez jamais que si vous êtes une nation libre, c'est parce que des ambitieux sont partis de ces terres avec l'amour de la liberté, avec le même rêve, le rêve français, le rêve européen. Monsieur Trump, n'oubliez jamais ce que vous nous devez, la liberté, votre existence. Monsieur Trump, regardez votre histoire. C'est celle de Lafayette, c'est la nôtre. Eddy Fougé, ce sont des propos de campagne. Ça parle à l'électorat, notamment l'électorat de gauche qui s'apprête à voter à la primaire socialiste. Il peut se sentir convaincu par ce type de propos, parce qu'on se doute bien que Trump, c'est évidemment une figure pas tellement appréciée au sein de l'électorat socialiste. Il n'y a pas beaucoup de personnes, a priori, qui vont apprécier la figure de Trump, y compris au centre ou éventuellement à droite. Mais plus sérieusement... il fait président, là, Emmanuel Macron, quand il prononce ce type de parole. Je ne suis pas là pour dire est-ce qu'il fait président ou pas, mais ce que l'on voit malgré tout, c'est que ce qui était analysé comme une bulle médiatique, pour l'instant, elle tient. Il y a une dynamique, comme cela a été dit. Lorsqu'il se déplace porte de Versailles, à Lille ou ailleurs, il fait le plein. Il commence à être pris au sérieux. Il y a un certain nombre de personnes, de personnalités qui le rejoignent. Donc, il y a eu toujours dans les élections le phénomène du troisième homme. On se souvient de Chevènement en 2002. On se souvient de ce que ça a donné, 2007. Surtout. Moins de 5% au premier tour. Mais il y a l'option aussi que Macron soit le Giscard 74 dans une élection ouverte, dans laquelle il n'y a pas de sortant, où tout est possible. Un mot de conclusion, Jean-Philippe Moinet. Conclusion sur ce point-là qui est déterminant pour les sympathisants de la famille socialiste, tendance social-démocrate, finalement, où... Manuel Valls et Vincent Peillon pourraient se retrouver sur les grandes options idéologiques et philosophiques. Est-ce que ces sympathisants vont laisser une chance aux tenants de la primaire socialiste ou se dire à 3 mois, parce que le calendrier a été fait pour le président de la République sortant. Ou est-ce qu'il ne va pas aller à la faute de carte par excès de confiance, Emmanuel Macron? Parce que des propos comme ça, je ne suis pas sûr que la répétition, à terme, le desserve pas quand même un peu. On verra la campagne, mais il y a un enjeu de vote utile. Mais du point de vue des électeurs, est-ce que les électeurs sympathisants socialistes considèrent utile ou pas de laisser une chance aux socialistes, sociodémocrates par exemple, dans cette élection présidentielle, ou se disent on dérive vers Emmanuel Macron avec tous les débats que vous connaissez des campagnes électorales. Et symétriquement, les ex-frondeurs et les sympathisants de la gauche du Parti socialiste se disent-ils est-ce que c'est utile de laisser une chance à M. Montebourg et M. Hamon, ou est-ce qu'on va directement bouleverser l'édifice de la gauche en choisissant Jean-Luc Mélenchon? Et donc, entre deux, il y a la possibilité, mais la difficulté de l'unité. Mais je pense que l'enjeu de la participation sera très important. Voilà. Et donc le vote utile des électeurs, la clé, c'est à eux qu'il appartient. Et réponse après le 29 janvier, ce sera le deuxième tour de la primaire. Avant cela, il y a un premier tour ce dimanche et un débat dès ce soir. Merci à nos invités d'avoir été avec nous. Merci Pervenche Berès, merci également Mathieu Klein, merci à Eddy Fougé et Jean-Philippe Moinet. Vous restez avec nous puisque on suit l'actualité à présent vue du net. C'est un œil sur les médias. Un œil sur les médias avec Myriam Amlal. Bonjour Myriam. Bonjour. Et on commence avec Donald Trump qui s'apprête à endosser les habits de président. Il est président élu, il sera président tout court. Ce sera demain après donc cette cérémonie d'investiture qui se déroulera à Washington. Oui, et il y a beaucoup de fantasmes de la part des anti-Trump, j'ai envie de dire, autour de cette cérémonie, notamment CNN qui a dû répondre à des critiques parce que CNN a réalisé un reportage expliquant qu'il y avait un cas de risque. Si Trump est assassiné le jour de l'inauguration, qui prendra le relais, qui le remplacera? Pour CNN, ce sera à Barack Obama de désigner un remplaçant. Alors,
Évidemment, CNN a été critiqué. CNN a répondu que c'est un cas à évoquer parce qu'effectivement, Donald Trump exacerbe les passions et qu'il y aurait des menaces contre lui, même s'il y a une armée qui va le défendre, enfin qui assurera la sécurité ce jour-là. Donc, on s'interroge et CNN explique qu'il y a un vide juridique au niveau de la Constitution et qu'on ne sait pas, et que ce serait à Barack Obama de désigner un remplaçant parce que la future administration n'est pas prête à prendre les manettes. Sauf que demain matin, l'administration Obama va démissionner, donc elle ne sera plus en poste. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on suggère que Barack Obama nomme un cabinet qui ne participera pas à cette inauguration en cas d'assassinat ou de chaos, qui sera prête à prendre la main. Donc, beaucoup de fantasmes, beaucoup de critiques aussi sur Twitter, même si CNN essaye de se défendre. Autre fantasme lié cette fois à la météo. Alors, il paraît qu'il va beaucoup pleuvoir et qu'il va faire froid. Alors, on avait connu ça en 2012 pour François Hollande. On avait connu ça en 2012, mais les Américains se souviennent surtout d'une autre période, 1850, l'inauguration de William Henry Harrison, 9e président des États-Unis, qui est mort 32 jours après son inauguration d'une pneumonie. Alors, apparemment, au moment de l'inauguration. Apparemment, officiellement contracté au moment de l'inauguration, parce qu'il ne portait pas de manteau et qu'il avait plu. Son discours a duré très longtemps, peut-être 2 heures, qu'il faisait un froid glacial. Alors, c'est officiel, c'est la théorie officielle de ces médecins, sauf qu'il y a des chercheurs et des médecins new-yorkais qui ont fait des recherches en expliquant que, voici l'article du New York Times, que c'était plus une gastro-intestinale qui l'avait tué parce que à l'époque il n'y avait pas d'égout et les eaux sales étaient pas très loin de la Maison Blanche et la Maison Blanche s'approvisionnait en eau à ce niveau-là et qu'il avait attrapé une gastro-intestinale qui l'a tué, qui a tué apparemment 2 autres présidents des États-Unis. Donc voilà, le fantasme a été dans les eaux du Potomac, étouffé par ces 2 médecins new-yorkais. Bon, merci beaucoup. En tout cas, on suivra ça bien sûr tous ensemble demain sur l'antenne de France 24. L'inauguration, donc, c'est à partir de 16h30, heure de Paris, édition spéciale. Merci beaucoup, Myriam. Merci à nos invités d'avoir été avec nous pour ce débat. Restez avec nous. Tout de suite, un nouveau journal sur France 24.